Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on s'excuse d'entrée de jeu. On a un petit souci technique qui m'empêche d'ouvrir ma caméra. On va tenter de remédier à tout ça au fur et à mesure qu'on va avancer, mais par respect pour vous tous et toutes qui êtes là à l'heure. On va commencer. Et puis, on espère que ce petit souci-là ne nous empêchera pas d'avoir un webinaire extrêmement riche. Je vous remercie. Vous êtes nombreux, nombreuses à vous être inscrits. Aujourd'hui, je vous remercie de passer votre heure de lunch avec nous. Je suis Jean-Michel Nahas, je suis vice-président et associé chez Casacom et j'ai le plaisir d'animer l'échange aujourd'hui en compagnie de mes collègues Christelle Masson, qui est directrice ESG, et Charlotte Dubuc, qui est conseillère principale ESG également. Puis on est très heureux aujourd'hui parce qu'on a un invité de marque, Jean-Vincent Lacroix, qui est directeur des communications chez Via Rail, qui est en fait aux premières loges de plusieurs projets, de grands projets qui ont nécessité beaucoup de communication stratégique. Et vous pouvez penser entre autres au REM. Il va donc être avec nous en deuxième portion de webinaire aujourd'hui pour répondre à nos questions. Et on a très hâte de l'entendre. Je vous donne donc le menu de notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va d'abord s'intéresser aux 8 étapes clés. Qu'est-ce que sont les grands jalons qui viennent un petit peu structurer nos communications pour efficacement et stratégiquement pouvoir communiquer autour de l'annonce puis du déploiement de grands projets. Donc, on va vous transmettre ce qu'on considère être des bonnes, voire des meilleures pratiques. Puis, on va regarder aussi des exemples de mise en application à travers différentes organisations qu'on accompagne chez Casacom, puis je dirais à travers l'expérience aussi de l'équipe. Puis, on va avoir par la suite l'entretien avec Jean-Vincent qui sera suivi d'une période de questions. Si vous avez des questions, d'ailleurs, dès maintenant, je vous invite à les partager dans le clavardage, la petite icône de chat au bas, et puis on va y répondre à la fin. Donc, on va se lancer. On a une première question pour débuter, parce qu'on veut comprendre un petit peu qui vous êtes puis où vous êtes situé par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, on a une question qui est toute simple. Est-ce que vous travaillez sur des grands projets qui sont liés de près ou de loin à la transition énergétique? On lance la question. Est-ce que vous pouvez voir la question, Christelle, Jean-Michel? Pas encore. Moi, je vois encore au menu. Ça devrait apparaître là, devant votre écran. Sur le côté, il y a une bannière à droite. Donc, si jamais vous ne la voyez pas, bien, vous pouvez toujours nous répondre dans le chat. Donc, si vous travaillez sur des grands projets qui sont liés de près ou de loin à la transition énergétique. Donc, je vois qu'il y a une dizaine de votes jusqu'à présent. Donc, ça marche pour beaucoup de gens. On va peut-être se laisser quelques secondes encore pour y répondre. Donc, à voir les premiers résultats, ben, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est que vous êtes très majoritairement impliqués dans ce qu'on peut appeler un grand projet lié à la décarbonation ou à la transition énergétique. Ben, on est content que le sujet vous parle directement. Je vous dirais que pour l'inspiration, pour choisir le thème de cette Casacadémie, ça nous est venu assez facilement. Il y a évidemment beaucoup de nos clients qui sont dans des grands projets actuellement, que ce soit en phase préliminaire, au niveau de l'annonce ou même du déploiement. Puis je pense qu'on peut affirmer sans se tromper qu'on est dans une ère d'investissement majeur, une ère de grands projets d'infrastructure avec comme lunette focale la décarbonation, la transition énergétique. Donc, il y a eu énormément d'annonces dans les 2 dernières années. Puis il faut s'attendre à ce que ça continue, puis même que ça s'accentue parce que les cibles de décarbonation, bien, vous le savez, la carboneutralité, entre autres, on est tous un petit peu dans cette course contre la montre, là, un thème qu'on entend de plus en plus. Donc, ça devrait probablement, ou même avec un certain degré d'assurance, s'intensifier. Donc, vous voyez quelques exemples d'annonces récentes qui ont fait les manchettes. Puis, je dirais que le fil conducteur, un petit peu, ce qui est un peu le point central de notre réflexion, c'est qu'on réalise que ben, la transition énergétique, c'est un objectif qui est noble et qui est accepté par une majorité, si on prend au Québec, là, par une majorité de Québécois, parce qu'évidemment, on ne parle pas d'investir dans des énergies qui sont polluantes ou encore d'attirer des industries qui sont réputées controversées ou dommageables. On peut penser au gaz de schiste à l'époque qui clivait beaucoup. Ce qu'on constate, puis on peut aller à la prochaine page, c'est que
la transition énergétique en soi, même si une majorité de Québécois sont en faveur, l'acceptabilité sociale des projets qui mènent à cette décarbonation ou à cette transition énergétique, ben, elle n'est jamais acquise, essentiellement. Pourquoi? C'est un petit peu la grande question à laquelle on va tenter de répondre à travers les différents éléments qu'on va vous partager aujourd'hui. Il y a évidemment des phénomènes comme le pas dans ma cour, où on peut même parler aujourd'hui du banana, que vous avez peut-être déjà entendu, le build absolutely nothing anywhere near anything. Donc, on est parfois dans l'opposition tout court, l'opposition à tout. Comment contourner ça? Une chose qui est sûre, c'est que la communication stratégique, c'est plus que jamais, à notre sens, crucial pour favoriser la compréhension, l'adhésion, puis l'implication autour de ces grands projets-là, parce que ce n'est pas désincarné de nos réalités. On va être prêt à plonger dans nos 8 grandes étapes, mais juste avant, on a une deuxième question déjà. On veut savoir, de votre point de vue, quelle est la première étape d'une stratégie de communication réussie entourant l'annonce ou le déploiement d'un grand projet. Donc, la question devrait être disponible actuellement. Donc, il y a une chaude lutte entre la définition de la raison d'être du projet puis la connaissance de ses parties prenantes, à date, là, qui semblent être les deux qui récoltent le plus de voix. La raison d'être semble se profiler un petit peu en avant. Je vais vous laisser répondre encore quelques secondes. Donc, la raison d'être qui prend les devants et qui semble rester en pôle position, ben, vous avez raison, c'est-à-dire que notre compréhension puis notre point de vue sur la question, c'est qu'effectivement, la raison d'être, le positionnement, le pourquoi d'un projet, c'est le point de départ un petit peu de toute notre stratégie. Puis vous voyez que la transparence est le fil conducteur, on aurait pu la mettre à chacune des étapes parce qu'elle est clé, mais ce n'est pas une étape en soi, de notre point de vue, c'est un état d'esprit ou un mode d'emploi à travers toutes ces étapes-là. Donc aujourd'hui, on va couvrir chacune de ces 8 étapes. On va évidemment passer beaucoup de temps sur le positionnement, on va parler de stratégie, on va parler de posture, on va s'intéresser aux alliés, aux enjeux, à la veille. Mais je vous dirais qu'on va aller particulièrement en profondeur sur le positionnement. Vous l'avez identifié comme la première étape clé. C'est vraiment fondamental, le fameux pourquoi derrière les projets. Puis on va beaucoup passer en fait, on va essayer de vous transmettre beaucoup de bonnes pratiques au niveau de la question du ton, la fameuse posture à adopter qui, à notre sens, est vraiment cruciale. Puis on va couvrir abondamment aussi la question de la communication variée, abondante, très visuelle, qui est un autre point important pour vraiment rejoindre et connecter nos parties prenantes. Donc, on commence avec le positionnement. Puis, je me permets de vous lire l'énoncé que vous allez voir apparaître à l'écran dans quelques secondes. Démontrer l'importance et la nécessité d'implanter un projet est la condition numéro 1 d'acceptabilité sociale. Ici, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de creuser l'importance, de la démontrer, de l'expliquer. Je disais tout à l'heure que la transition énergétique ou même la décarbonation, ce n'est pas une finalité en soi. Ça n'offre pas de passe-droit sur la compréhension, sur l'adhésion aux étapes pour y arriver. C'est ce qu'on réalise quand on voit le genre d'opposition ou de critique. On ne s'oppose pas à la transition, mais on pose des questions sur le comment. Puis comment ça va m'impacter? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années? Donc, c'est un peu comme si on pouvait déduire que la décarbonation n'est pas le projet de société, mais c'est vraiment la manière d'y arriver qui va définir comment le Québec va se distinguer à travers ça. Évidemment, quand on parle de positionnement, il faut absolument parler d'éco-blanchiment. Hier, j'étais dans une journée de réflexion autour, en fait, dans l'industrie de l'hydrogène vert, qui est un secteur là, qui est en croissance au Québec. Puis, il y avait un des participants là, qui est en fait un important distributeur d'hydrogène qui va être produit par électrolyse, donc de l'hydrogène vraiment vert fait à partir d'électricité qui va s'employer à décarboner le transport lourd. Il partageait un peu son découragement après avoir assisté à des présentations de compétiteurs dans l'Ouest canadien où on vantait les mérites de l'hydrogène comme une source d'énergie renouvelable. Le seul hic, c'est qu'on parle d'hydrogène de l'Ouest, d'hydrogène gris, donc qui est produit à partir d'hydrocarbures. Donc, il me disait c'est de l'éco-blanchiment total. C'est une source d'énergie différente, mais qui utilise encore énormément de matières polluantes. Donc, on serait
avec son témoignage, ça nous rappelait que l'éco-blanchiment, en fait, c'est un petit peu cette idée de juste parler de certains bénéfices, de certains côtés positifs d'un projet, mais qu'on nommait les risques, on nommait les enjeux, les faiblesses du projet. En fait, on présente un peu la moitié de la réalité. Puis c'est à notre sens, des principales critiques des parties prenantes. Ce qu'on veut, c'est se faire présenter le portrait global, puis pouvoir, comme communauté, vraiment contribuer à améliorer ou à donner notre avis sur des points qui nous apparaissent problématiques, différents enjeux. Il n'y a aucun projet qui est parfait. Puis de présenter un projet comme étant parfait, le meilleur, le mieux, ben ça passe pas. Il faut admettre que chaque projet a ses failles ou ses zones d'amélioration. Puis c'est important de le dire sans dénaturer ou diminuer la portée de notre projet, mais de reconnaître qu'il y a des améliorations. À notre sens, c'est clé. Pour bâtir un bon positionnement, on vous partage 5 questions clés qui peuvent nous aider à vraiment creuser l'histoire qu'on veut transmettre pour bien expliquer l'importance, la nécessité d'implanter le projet. Évidemment, la question de la pertinence est fondamentale. Pourquoi? Pourquoi maintenant? À quel besoin ça répond? Puis comment ça s'inscrit dans une vision à moyen, long terme avec une certaine adéquation là, avec ce qui est déjà fait dans la communauté. C'est un projet qui s'installe. Oui, c'est un nouveau projet, mais il ne s'inscrit jamais dans rien. Il part de quelque chose au niveau économique, au niveau aussi des différentes instances dans la population. Donc, l'établir un petit peu dans plus grand que le projet en soi. Ensuite, au niveau des bénéfices, il faut être capable de bien identifier comment les projets génèrent des bénéfices qui sont tangibles, qui sont concrets pour les communautés locales. Antérieurement, on parlait beaucoup de création d'emplois. On le sait aujourd'hui, c'est plus ça. Puis est-ce qu'il faut parler de maintien d'emplois? Est-ce qu'il faut parler d'amélioration des infrastructures? Est-ce qu'il faut parler de protection de l'environnement? Est-ce qu'il faut parler de faire mieux avec ce qu'on a? C'est tous des éléments qui peuvent nous aider à avoir des bénéfices qui résonnent avec la communauté. Évidemment, il faut connaître, il faut comprendre les valeurs locales. Qu'est-ce qui fait résonner les gens sur le terrain, les traditions, les attentes des communautés? C'est fondamental. On ne peut pas non plus faire l'économie de mesurer, de comprendre les impacts environnementaux, les impacts sociaux, puis de démontrer un engagement sérieux avec des études pertinentes, puis il faut les partager. Ça, c'est un petit peu la base, mais on a des fois, pour toutes sortes de raisons, pour des questions de rapidité ou pour des questions de secret professionnel, il y a beaucoup de bonnes raisons qui sont invoquées pour ne pas aller très, très creux ou contourner certains de ces éléments-là. Puis vraiment, on sait quels impacts négatifs ça peut avoir. Et finalement, la dernière question à laquelle le positionnement doit répondre, c'est la compréhension de ce que le projet va générer comme impact pour chacune de nos parties prenantes. Puis on va revenir un petit peu plus tard sur l'importance de cartographier ces parties prenantes-là, de les prioriser, puis de comprendre un petit peu leurs agendas, puis où ils s'en vont. Puis le dernier point sur le positionnement qui, à notre sens, vaut la peine d'être bien compris puis bien réfléchi, c'est l'espèce de dualité entre un argumentaire très, très rationnel versus parler aussi au cœur. Puis beaucoup de positionnements ou d'histoires associées à des grands projets vont tabler beaucoup sur le rationnel. On va s'attarder aux emplois créés ou maintenus, aux investissements, à l'importance de bâtir une chaîne d'approvisionnement qui est forte pour une région donnée. C'est évidemment très pertinent, mais ce sont des arguments qui parlent au cerveau, à la tête. Le cœur aussi a besoin de s'y retrouver. On peut penser, par exemple, à la fierté associée à créer une industrie qui n'existe pas encore ou qui va se développer dans une région donnée, qui va redonner un petit peu une énergie à une région donnée ou une vitalité. On peut penser aussi au partage du point de vue des employés ou des futurs employés de l'entreprise. Derrière chaque projet, il y a des gens. Puis il y a des gens qui y croient puis qui veulent faire de ce projet-là le meilleur projet possible. Sinon, on le sait, là, il y a des emplois partout. C'est pas une question de choisir pour avant tout avoir un emploi. Il y a plusieurs possibilités. Donc, les gens qui s'engagent à l'intérieur d'un projet, ils ont un point de vue, ils ont quelque chose à dire. Puis souvent, ben, on nommait un petit peu les visages, le partage de ce que ces gens-là ont à dire. Puis on sait que ce sont des éléments qui parlent au cœur, qui sont peut-être un peu plus au niveau de l'émotion, mais qui peuvent nous aider à créer vraiment une belle dualité entre le cartésien puis l'émotionnel. Donc, c'est un petit peu les éléments qu'on voulait vous partager au niveau du positionnement. On veut maintenant se plonger dans la stratégie, ou je dirais les stratégies. Puis, l'établissement de stratégies 360 ou intégrées, ben pour nous, c'est fondamental parce que ça nous permet d'avoir vraiment une approche qui couvre tous les secteurs. Puis,
les premiers éléments fondamentaux ou les premiers bénéfices fondamentaux, la cohésion, la conformité, éviter les porte-à-faux. On le sait que chaque incohérence qui survient dans une communication, dans un projet, ça vient plomber un petit peu la crédibilité du projet. Donc, ce qu'on dit sur la place publique, ben, ça doit être similaire, en phase avec ce qu'on dit en séance d'information, avec les parties prenantes. Ça doit s'arrimer avec les valeurs de l'entreprise aussi, puis l'image de marque. On va, dans quelques mois, être en recrutement. On va chercher des gens qui sont en adéquation avec notre vision, nos valeurs. Fait que tout ce qu'on a dit en fait, des pré-études, de la pré-faisabilité, des séances de consultation jusqu'à l'annonce, jusqu'à l'implantation de l'usine ou de l'infrastructure, ben, ça peut être évalué par un futur candidat qui va se demander, c'est-tu la bonne entreprise pour moi? Donc, l'espèce de cohérence à aller chercher, elle est fondamentale. Puis, une manière de créer ça, en fait, une bonne pratique, c'est vraiment dans le développement du plan, de couvrir un petit peu tous les aspects là, que vous voyez quand on dit d'imbriquer toutes les stratégies, des affaires publiques jusqu'à la relation avec la communauté, la marque employeur, les médias sociaux, la gestion des communautés. Tout ça doit faire partie d'un tout. Puis on doit avoir une vue d'ensemble, puis une capacité à ne pas, en fait, sortir de nos messages ou être en opposition ou en porte-à-faux avec un public. Puis là, après ça, on est pris à pédaler puis à expliquer un petit peu pourquoi on n'a pas dit la même chose à deux endroits. Donc, c'est vraiment une approche qu'on considère comme gagnante. Puis on avait envie de vous partager un exemple qui, à notre sens, a pu intégrer ça à ce jour. C'est un de nos clients. Donc, on est évidemment, on prêche un petit peu, en fait, où on veut être des cordonniers bien chaussés. Donc, on accompagne Volta Énergie Solutions Canada depuis leur arrivée au Québec, qui a été annoncé en septembre dernier. Volta, c'est un fabricant ou un manufacturier de feuilles de cuivre qui viennent s'insérer dans la fabrication de la batterie. Donc, très, très clé. On a parlé énormément de cathode et d'anode et de toute cette terminologie qui est devenue vraiment plus connue, mais ça prend du cuivre pour faire en sorte que tout ça tienne puis essentiellement que le courant passe. Donc, c'est une entreprise qui est coréenne, qui est à peu près inconnue au Québec, au Canada, et ils ont accepté avec beaucoup d'ouverture de suivre un peu les recommandations pour bien faire les choses, pour bien partir. Donc, on a bâti la fameuse stratégie intégrée ou le plan 360 avec eux, où on a évidemment regardé les affaires publiques, les relations avec la communauté, les relations avec les élus locaux. Puis je vous montre un petit peu les objectifs qu'on avait avec ce plan-là. Puis vous allez voir comment ça, effectivement, nous permet de couvrir plus large que l'annonce ou que les relations avec les médias ou qu'avec certains groupes. On a vraiment fait un effort pour que ça soit très, très imbriqué. Donc, le premier objectif était de réussir la première impression. C'est la première fois qu'on allait entendre parler de cette entreprise-là dans la plupart des cas. Puis on le sait que quand la fameuse pâte à dents est sortie du tube, c'est plus le temps d'essayer de la rentrer. Donc, le premier contact, comment faire en sorte qu'il soit positif puis qu'on parte sur la bonne page parce qu'on a une page vierge devant nous. Ensuite, on voulait construire la réputation de la marque. Je parlais de recrutement tout à l'heure. Donc, d'abord, au niveau de la chaîne de batterie, bien positionner ces fameuses feuilles de cuivre dans l'écosystème de la filière batterie. Mais ultimement, on aura besoin d'environ 200 employés spécialisés. C'est important qu'on sème des graines parce que quand on va se mettre à recruter, puis on le sait que les défis de recrutement sont énormes, bien, il faut qu'on ait commencé à expliquer qui on est, puis comment on se distingue, puis qu'est-ce qu'on offre un petit peu sur la place publique. Je vous disais que c'est une entreprise qui vient de Corée, donc toute la sensibilité au français, évidemment, était primordiale. Donc, on a intégré ça à travers ça. Et puis, le dernier objectif, mais qui est très important aussi, c'est qu'on voulait inspirer une confiance égale à l'ensemble des parties prenantes. Comme si on prenait tout l'écosystème qui entoure cette entreprise-là qui s'installe à Granby, donc du très local au régional, au provincial, à l'industrie au sens plus large. Comment on va toucher chacune de nos parties prenantes. Puis vous savez, souvent, on se prépare à répondre aux médias, on est relativement actif avec les élus locaux, mais on peut parfois négliger certains groupes de la société civile, nos futurs employés, les citoyens de la région où on s'installe, nos futurs partenaires, les organismes communautaires, il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils sont tous aussi importants et tous aussi à prioriser au même moment? Bien, ça va être du côté de Charlotte qui va nous parler justement de la priorisation des parties prenantes, comment les classer, comment les cartographier. Donc, je te cède la parole, Charlotte, pour poursuivre sur la gestion des parties prenantes. Merci. Puis Jean-Michel, j'en profite peut-être si jamais tu veux quitter puis revenir avec ton visage. En même temps, je me suis dit, pendant que tu parles, il faut plus se concentrer pour comprendre ce que tu dis. Donc, peut-être que c'est bénéfique finalement. Je vais essayer. Oui, parfait.
Donc, comme Jean-Michel le disait, là, bien connaître nos parties prenantes, c'est tellement important parce que même le meilleur projet va faire face à des critiques, c'est inévitable. En ce moment, on parle beaucoup de la transition énergétique, puis il y a un paradoxe parce que d'un côté, on veut diminuer nos émissions de GES, mais pour y arriver, il faut aussi, en quelque sorte, vider notre sous-sol pour aller chercher les minéraux dont on a besoin. Donc, la clé, c'est vraiment de connaître les positions, les revendications de nos parties prenantes. L'image, là, c'est un exemple, c'est un livre qui explique un peu les revendications, puis les critiques face à ça, face à l'extraction de tous ces minéraux-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre pour être capable de s'adapter, puis pour être capable aussi de bien communiquer, de rassurer. Donc, ça serait un peu de se fermer les yeux que de penser que personne est inquiet par rapport à cette transition-là, en quelque sorte. Donc, ça, c'est un outil que je vous montre pour prioriser les parties prenantes. On va aller regarder leur niveau d'intérêt et leur niveau d'influence pour être capable de voir si on veut les engager en continu. Donc, si elles sont très intéressées, qu'elles ont beaucoup d'influence, on veut s'assurer qu'elles comprennent le projet puis qu'elles adhèrent au projet aussi. Ah, génial, Jean-Michel qui est revenu avec son visage. Bon, super. Donc, voilà. On veut aussi parfois maintenir informées certaines parties prenantes, peut-être qui ont moins d'influence, mais qui ont beaucoup d'intérêt. Puis au niveau là, des autres parties prenantes, il y en a qu'on veut garder près de nous, qui ont beaucoup d'influence, mais moins d'intérêt, ou prendre en compte, toujours en gardant en tête qu'il faut qu'elles comprennent le projet, puis idéalement qu'elles adhèrent au projet le plus qu'on peut. Puis on va parler aussi un petit peu plus loin de façon de communiquer pour être capable du plus possible d'aller rejoindre toutes ces parties prenantes-là. Donc, une belle façon de toujours les avoir en tête puis d'adapter nos façons de communiquer à chacune d'entre elles. Alors, je passe la parole à Christelle, qui est mutée. Excusez-moi, je n'avais pas mis mon micro. Alors, merci Charlotte. On va parler maintenant de la posture d'écoute. Donc, effectivement, en phase initiale de projet, puis bien avant les consultations publiques officielles, bien avant le BAP, c'est vraiment primordial d'organiser des réunions individuelles avec des groupes sociaux, des groupes communautaires, des groupes environnementaux, économiques, académiques, les communautés autochtones aussi, si jamais votre projet se trouve dans une région où il y a des communautés autochtones. Donc, toutes ces réunions vont vraiment permettre de fournir d'abord des informations sur votre projet, c'est important, mais aussi de recueillir des commentaires tout en répondant aux préoccupations puis aux questions spécifiques et légitimes de chaque partie prenante. Donc, cette approche personnalisée va viser à assurer finalement la transparence dont on parlait au début, qui est très importante. Donc, ça va favoriser la compréhension mutuelle, puis ça va aussi jeter les bases d'un dialogue puis d'une collaboration continue. En fait, tout est dans le ton. C'est vraiment, il faut informer évidemment donc suffisamment les parties prenantes, les résidents de la communauté sur le projet, répondre à leurs préoccupations, leurs questions. Mais il faut qu'ils aient une impression positive du projet, qu'ils voient ce projet comme quoi il va leur apporter de nombreux avantages à eux, mais aussi à leur famille, à leur communauté en général. Donc, écoutez attentivement vos parties prenantes, recueillez les commentaires afin de comprendre le point de vue, intégrer les idées dans la mesure du possible, puis dissiper les idées fausses ou les incertitudes concernant le projet. Donc, dans ce contexte, c'est toujours important de vraiment former des porte-paroles, donc qui vont pouvoir inspirer la confiance, l'authenticité auprès de la population. Beaucoup de gens devraient participer aux formations justement de porte-parole, et c'est pas juste un seul porte-parole, un seul représentant d'entreprise. Évidemment, le responsable des communications, mais aussi les experts techniques, le premier dirigeant. Donc, toujours aussi également privilégier un ton d'ouverture, puis intégrer dans vos communications des termes tels que projet perfectible, nous sommes engagés à faire le meilleur projet qui soit, dialogue continu, écoute active. Puis, on a un exemple avec l'entreprise Métaux Tangat, qui c'est vraiment un exemple d'entreprise qui est vraiment tout à fait au début d'un projet, qui fait bien les choses, qui est en phase préliminaire. En fait, ils ont un projet de construction d'une usine de purification de terres rares. Donc, le projet d'usine, c'est à cette île.
Et la mine en elle-même, c'est à Strange Lake, donc c'est aux 260 km au nord de Schefferville. Puis ça serait le plus grand fournisseur mondial d'éléments de terres rares lourdes hors de Chine. Donc les terres rares, si vous voulez, c'est vraiment des minéraux essentiels à la transition énergétique. Ils ont de nombreuses applications comme les aimants dans les véhicules électriques, pour les composantes pour les éoliennes, les puces électroniques, puis tout ce qui est imagerie médicale. Donc la Chine, elle, contrôle actuellement plus de 90% de l'offre de terres rares sur le marché. Donc ça crée une chaîne d'approvisionnement qui est quand même imprévisible, probablement non éthique et puis surtout instable, et ça ralentit la transition énergétique. Donc, Tongan Metal sont vraiment engagés à faire de ce projet vraiment un exemple d'acceptabilité sociale et responsable pour les 30 prochaines années à venir. Donc, ils veulent vraiment respecter, voire dépasser les directives ESG, puis vraiment bâtir le projet en co-création avec les communautés locales. Ça, c'est extrêmement important. Puis, comme on peut voir dans les textes qu'on voit à l'écran, les 2 extraits, on voit vraiment du vocabulaire que projet de consultation embryonnaire, faire les choses proprement, phase préliminaire. Donc, voilà pour cette écoute, cette posture d'écoute qui est vraiment importante. Donc maintenant, une fois qu'on a bien écouté puis communiqué avec nos communautés, on a jeté les bases, il faut développer des alliances. Donc l'enjeu, c'est vraiment de susciter suffisamment d'intérêt pour notre projet de la part de la communauté d'accueil, des entreprises qui sont là aussi parce que ça va devenir probablement des partenaires pour des acteurs clés qui se sentent à l'aise pour continuer à travailler avec vous. Il faut soutenir votre projet puis d'en poursuivre le développement. Donc, établir une relation de confiance, de collaboration avec les différents acteurs de la région, vous vous engagez dans un dialogue ouvert, transparent. L'entreprise va vraiment chercher à démontrer son engagement envers la gestion de l'environnement, bien sûr, la responsabilité sociale, le bien-être économique de la communauté. Un autre point, c'est d'anticiper les enjeux. Donc ça, c'est vraiment le 6e point. Donc, on sait que la nécessité de combiner la prospérité économique et la décarbonation, c'est vraiment le nerf de la guerre pour lutter contre le changement climatique. L'énergie propre, ça vient vraiment le vecteur de compétitivité d'un pays et ça va le devenir de plus en plus. Donc la transition durable, c'est vraiment un projet de société. Ça requiert de la mobilisation de tous les acteurs de société. Et si on regarde un projet à travers le prisme de l'ESG, donc on va passer par exemple l'environnement, c'est certain il y a plusieurs facteurs, mais pour ne nommer qu'un, par exemple, l'impact que votre projet va avoir sur la biodiversité. Donc, il faut vraiment évaluer le projet qui pourrait affecter tous les écosystèmes locaux, la biodiversité. Donc, il va falloir chercher des moyens de minimiser votre empreinte par rapport et puis les impacts négatifs. Au niveau social, évidemment, au-delà de la santé-sécurité, il va y avoir l'engagement communautaire, les consultations, on en a parlé, l'emploi, les conditions de travail. Au niveau de la gouvernance, la gestion des risques, donc identifier, évaluer puis gérer de manière proactive tous les risques qui sont associés au projet. Si vous êtes dans une région où il y a des communautés autochtones, c'est pas nouveau, on ajoute souvent la lettre A à ESG pour venir vraiment montrer que ça a un point très très important. Donc au niveau des consultations avec les autochtones, c'est le consultation et le consentement. Donc vraiment engager un dialogue ouvert, respectueux avec les communautés autochtones pour obtenir leur consentement. Évidemment le droit et les intérêts des peuples autochtones, évidemment. Alors moi j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà considéré tous ces enjeux dans votre stratégie de communication? Je ne sais pas si le sondage fonctionne. Ça devrait apparaître, oui. C'est ça. Puis un ou l'autre. Puis si jamais aussi vous avez des questions, je rappelle, vous pouvez toujours les mettre dans le petit chat, puis on va y répondre à la fin. Donc oui, majoritairement pour l'instant, oui. OK. Donc, on va avec à peu près presque 90% de personnes présentes qui ont déjà considéré ces enjeux dans les stratégies de communication. Alors, maintenant, je vais laisser la parole de nouveau à Charlotte pour la communication. Ben, merci d'avoir répondu à la question. C'est quand même assez encourageant, je dirais.
Vraiment. Puis maintenant, au niveau de la communication, bon, on dit au-delà du communiquer, on entend souvent qu'il faut répéter 7 fois quelque chose avant que ça rentre dans la tête des gens. Donc, je le répète encore, il faut surcommuniquer, répéter le pourquoi, le fameux pourquoi dont Jean-Michel parlait au début. Pourquoi ce projet-là a de la valeur, pourquoi c'est important de le mettre en place, qu'est-ce qui va amener le positif, puis bien sûr, comme on l'a dit, toujours être transparent, montrer tous les côtés. Puis pour ce faire, là, on veut développer une image de marque qui va être facilement reconnaissable pour que les gens puissent associer le projet avec cette image-là. Donc, on va utiliser tous les moyens qu'on peut pour essayer de marteler nos messages puis de faire rentrer notre projet dans l'esprit des gens. Il faut aussi miser sur une variété d'outils et de canaux. Donc, on parle des communiqués, des entrevues. On veut faire des rapports notamment peut-être ESG si on a une stratégie, des balados, des infographies, des vidéos. Puis, ce qui est intéressant aussi à ce niveau-là, c'est qu'on veut communiquer à l'externe, mais on veut aussi communiquer à l'interne. Des fois, on oublie, mais il n'y a pas tout le temps tout le monde qui est au courant de nos messages clés puis de ce qu'on veut véhiculer comme message fort. Donc, vraiment important de rappeler toujours à l'interne. Petite anecdote, mais chez Casacom, là, on se fait rappeler notre vision, notre mission presque à chaque mois. Puis la plupart des gens oublient tout le temps. Donc, répéter à l'interne comme à l'externe, puis le plus de façon possible pour aller rejoindre là, nos parties prenantes. Au début, on le voyait, souvent les projets, ils ont de nombreuses parties prenantes, il y en a beaucoup. Puis il faut aller les rejoindre où ils veulent être rejoints et non le contraire, parce que sinon les gens ne viendront pas vers nous. Donc voilà pour ça. Puis maintenant, au niveau de la veille en continu, ben c'est sûr que c'est important. On veut savoir qu'est-ce qu'on dit de nous dans les médias, sur les plateformes sociales, sur le terrain, puis aussi à l'interne. Encore une fois, je le répète, c'est sûr que ça part de l'interne. Donc, si on voit qu'il y a peut-être un désengagement par rapport au projet ou qu'il y a un manque de cohésion interne, ça peut se refléter à l'externe. Ça va venir un petit peu mettre en péril notre stratégie. Donc, prendre le pouls à l'interne, mais aussi regarder ce qu'on dit sur nous, ce qu'on dit dans la communauté. Au bout du compte, c'est surtout les gens qui nous entourent qui vont bénéficier ou être impactés par le projet. Donc, vraiment, vraiment, vraiment important de prendre le pouls, de documenter aussi en temps réel toutes ces préoccupations-là, puis d'être capable de réagir, d'intervenir lorsqu'il y a des questions, quand il y a des questionnements, des mécontentements, donc d'être capable de doser les interventions qui soient proactives et réactives, là, puis de bien gérer tout ça. Donc, ça fait un peu le tour. Maintenant, Jean-Vincent va se joindre à nous. On va essayer de pas avoir de problème technique cette fois-ci. Alors, Jean-Vincent, si tu veux monter sur scène, je t'invite. Youpi! Avec la caméra en bonnie. Bon, ça va bien. Bonjour. Merci Charlotte. Salut Jean-Vincent. Merci d'être avec nous. Peut-être pour le bénéfice là, de nos participants, je rappelle que tu es directeur des communications chez Via Rêve. Je sais qu'il y a quelques gens de tes équipes ou des équipes connexes là, qui sont là. Donc, je salue tous les gens de Via Rêve, entre autres. Tu as travaillé aussi plusieurs années aux communications et affaires publiques chez CDPQ Infra. Tu étais notamment le porte-parole du REM. Tu as été très impliqué dans le REM de l'Est aussi. Puis, ce qui est, je pense, très intéressant à travers tes expériences, c'est que tu as été un visage puis très, très impliqué dans des projets qui, a priori, sont positifs pour les communautés, pour le développement durable, pour l'économie, mais qui doivent évidemment être extrêmement bien communiqués, bien compris pour être ultimement acceptés. Oui. Peut-être une question un peu plus générale ou à haut niveau pour commencer, avec tes expériences, puis ce que tu as vécu, si tu avais identifié l'élément qui est le plus fondamental qu'on doit réussir à communiquer efficacement pour, disons, favoriser ou faciliter l'adhésion à un grand projet. Qu'est-ce que tu dis? Ben, bravo là, pour votre présentation. Déjà, vous avez mis la table, je pense, parfaitement avec tous les éléments. Donc, je ne veux pas faire de la redite. Je pense que vous avez nommé beaucoup de choses très importantes. Je vais peut-être donner un peu de perspective sur mon expérience. Quand on parle de grands projets, évidemment, on parle de projets qui sont longs. C'est des projets qui peuvent se faire sur 5, 10, 15, voire 20 ans. Alors ça, je trouve que c'est une dynamique particulière qu'il faut embrasser dans notre réflexion sur la posture qu'on va adopter au niveau des communications parce que il va y avoir un cycle, il va y avoir des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer au fil de l'eau. C'est très, très rare. Moi, je l'ai vécu avec, par exemple, le REM qui aurait pu se douter que pendant 2 ans et demi,
on allait vivre la COVID, une pandémie mondiale, que ça allait affecter. Donc, personne au début, en 2016, aurait pu prédire ça. Donc, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont changer. Donc, quand on parle de communication au début d'un projet, je pense que c'est d'avoir cette perspective-là du long terme, puis justement d'être prudent sur certaines informations et trouver une façon de se donner des rendez-vous pour cycliquement informer les gens au fil de l'eau. Et d'être prudent sur deux notions clés là, qu'on vit tous là, lorsqu'on travaille dans des projets, c'est les notions de calendrier, donc échéancier, et les notions de budget. Ça, je pense qu'il y a une réflexion qu'il faut tous avoir, les professionnels de la communication, comment on positionne ces données-là dès le départ. On le sait, une fois que c'est dans l'espace public, c'est difficile de revenir en arrière. Malheureusement, ces éléments-là, s'ils bougent, ça crée du cynisme, ça fait ombrage à des éléments du projet qui vont plutôt bien. Donc, je pense que oui, quoi communiquer, c'est aussi d'être prudent sur certaines informations dès le départ à communiquer et comment on va le communiquer. Et donc, je pense qu'un des éléments pour vivre un peu cette dynamique-là de complexité de longue haleine, c'est de présenter souvent des grandes feuilles de route. C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on peut communiquer? De ne pas avoir peur nécessairement d'aller dans l'espace public lorsqu'on n'a pas nécessairement toutes les réponses, juste pour donner un regard parcellaire, mais en disant que l'information s'en vient. Donc, je pense que c'est cette dynamique-là qu'il faut créer dès le départ dans un projet sur à la fois les rendez-vous qu'on se donne, puis sur les plateformes où les gens peuvent se renseigner. J'ai beaucoup aimé quand vous avez présenté la panoplie d'outils. Une des idées, c'est de devenir le principal ou le point de contact prioritaire entre les gens, les parties prenantes et l'organisation et le projet. Donc, ça aussi, positionner d'entrée de jeu dès le départ d'un projet où les gens peuvent s'informer, ça, je pense que c'est aussi stratégique. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Je retiens la longueur. Là, ce sont de grands et de longs projets. Puis des fois, on est dans une posture un peu plus de sprint, puis on veut des coups sûrs, voire des doubles, des triples très, très rapidement, mais il faut être capable de penser en termes de jalons, puis de se placer dans le temps parce que on est embarqué dans quelque chose qui dure, hein, n'est-ce pas? Absolument. Puis j'aime beaucoup quand vous avez parlé d'humilité, ça fait un peu partie de la réflexion. Hein. Cette posture-là d'humilité, elle vient avec cette idée-là que les choses vont évoluer et qu'on ne contrôlera pas tout. C'est utopique de penser qu'on pourra tout contrôler sur une période de 15-20 ans. La société évolue, les choses évoluent, le projet va évoluer au fil de l'eau aussi. Alors cette humilité-là va aussi je pense que c'est essentiel pour justement refléter que les choses vont évoluer, mais qu'on en est conscient, mais qu'on va informer les gens au fur et à mesure. Puis justement, puis je sais que la question de la posture puis le ton dans toutes les entrevues, les nombreuses entrevues que tu as données, c'est toujours quelque chose auquel tu as porté beaucoup, beaucoup d'attention. Comment tu évalues l'impact que ça a pu avoir d'adopter une posture un peu plus d'ouverture, un peu plus peut-être en mode humilité, puis moins en mode ceci est le projet, voici la finalité. Est-ce que tu as vu, puis qu'est-ce que tu as vu comme impact au niveau du traitement médiatique, par exemple? Vous l'avez dit, il faut plusieurs porte-paroles, je pense, parce qu'il faut que le premier dirigeant, les grands dirigeants soient présents, il faut qu'il y ait des experts techniques, donc il faut penser à former tous ces gens-là. Je pense que c'est un écosystème de porte-parole qui est payant à la fin de la journée, puisque chacun aura leur rôle. Moi, personnellement, quand je prenais la parole dans les médias, j'essayais toujours d'avoir une posture un peu comme c'est étrange à dire, là, mais comme un chroniqueur qui venait parler d'un sujet. Donc, pas nécessairement être dans une position de confrontation, mais plus d'information, de donner accès à des coulisses. Quand on est porte-parole, on a une chance privilégiée, on a beaucoup plus d'informations que n'importe qui. On est dans le projet, on est dans les coulisses du projet. Je pense que ce que les médias apprécient, c'est justement avoir accès à ces coulisses-là, accès avec ce regard-là, mais dans une posture un petit peu plus sans être un chroniqueur, mais de donner ce portrait-là, puis pas nécessairement essayer de tout présenter sous forme très défensive, mais plutôt explicative. Moi, ça m'a toujours servi. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est bien. Mais évidemment, ça, c'est pour un rôle comme celui que moi, je portais. Quand tu es un premier dirigeant, tu peux pas avoir cette même posture-là. Puis quand tu es un expert technique, tu peux pas également l'avoir parce que tu connais ton sujet, tu es là à niveau technique. Mais c'est à travers cet écosystème-là qu'on va pouvoir positionner le bon joueur au bon moment. Et c'est ça, à la fin de la journée, je pense, qui est payant pour un projet. C'est intéressant, la notion d'écosystème de porte-parole ou d'ensemble de porte-parole. Puis je sais que tu le nommais, tu l'as vécu personnellement. J'ai envie de te demander, est-ce que c'est spontané que des organisations voient la valeur d'avoir plusieurs porte-paroles? Puis est-ce que tu as eu à les convaincre d'aller là? Puis qu'est-ce que tu as dit pour les convaincre si jamais c'est le cas? Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est ce qui est difficile. En fait, un porte-parole comme moi, mon rôle, il y en a qui nous écoutent en ce moment, c'est notre rôle, c'est une fonction, on se développe, on en fait, puis bon, c'est un élément
qui fait partie de notre boîte à outils. Un grand dirigeant, c'est pas nécessairement le cas a priori, on a des grands dirigeants qui sont charismatiques d'entrée de jeu, qui sont excellents. Il y en a d'autres qu'il faut davantage accompagner. Moi, je pense que c'est d'être très à l'écoute, c'est de se mettre dans la posture du grand dirigeant, d'être empathique par rapport à sa réalité. Évidemment, de l'accompagner, de le former, c'est des choses qu'on connaît tous, mais aussi de voir un peu à quel dirigeant on a affaire. Il y a des dirigeants qui vont laisser beaucoup de place à un porte-parole comme moi. Il y en a d'autres qui vont prendre davantage. Donc, je pense que ça serait, on peut pas avoir une recette magique. Il faut vraiment être à l'écoute des êtres humains qui sont autour de la table, voir leurs forces. Évidemment, on va toujours vouloir les améliorer, mais ce qui est, à mon sens, le plus important, c'est de protéger les joueurs qui nous entourent pour justement pas mettre personne dans une situation qui le desservira pas. Tant au niveau, par exemple, des éléments très pratico-pratiques, ben une entrevue radio pour un grand dirigeant, c'est évidemment mieux en personne. Il y a des formats aussi de clips pour un petit topo à LCN, RDI, ben un clip de 10 secondes pour un premier dirigeant, c'est peut-être pas ça qui le sert le mieux plutôt qu'une grande entrevue en personne comme ça avec Patrice Roy. Donc, c'est de choisir le bon médium pour notre grand dirigeant. Même chose pour un porte-parole technique, c'est de bien l'accompagner. Ce qui, par contre, moi, ce que j'ai vu depuis le début, c'est que les journalistes, évidemment, ils ont accès à un premier dirigeant, un expert technique, mais ils vont adopter une posture aussi particulière. Ils apprécient ça. Donc, c'est un élément au fil de l'eau que moi, je trouve important. C'est quand on développe une bonne relation avec les médias, qu'on leur permet d'avoir accès à ces gens-là, puis que c'est discuté, ben, c'est souvent là qu'on aide nos joueurs porte-parole, puis on fait justement ce rôle-là d'être un peu entre le média et l'organisation pour justement être un facilitateur. Ça aussi, c'est un mot-clé que moi, je trouve important. Quand on joue ce rôle-là de facilitateur, puis de trouver une façon que on trouve un bon équilibre pour que tous là, aient accès à des porte-paroles, mais aussi que les porte-paroles soient, disons, préservés, ben c'est là qu'on a une belle dynamique sincère. Ouais, je trouve ça très cohérent, les éléments que tu amènes, parce que ça revient beaucoup à l'idée de ne pas rentrer ou rentrer le moins possible dans une posture de confrontation ou de gagner l'argumentaire, mais bien d'offrir des possibilités diverses aussi aux médias. Puis j'aime beaucoup le terme empathique aussi. C'est pas la tasse de thé de tous, mais il y a une valeur à avoir plus qu'un porte-parole. Il faut juste le bon porte-parole au bon moment pour la bonne entrevue, là, essentiellement. Ben, puis si je peux juste répondre parce que ça me fait penser à quelque chose. Il y a un rôle qu'on doit jouer qui est pas évident, c'est cette idée-là de confrontation. Puis ça, je le reconnais puis je le comprends totalement pour quelqu'un, un grand dirigeant qui travaille tellement fort parce qu'on le sait, là, les gens qui travaillent sur des projets, c'est beaucoup de sacrifices, un grand projet, c'est beaucoup de temps, on met beaucoup de choses de côté pour faire aller le projet. Donc, quand il y a des mauvais articles, quand il y a un mauvais éditorial, évidemment, ça affecte les gens du projet. Et notre posture n'est pas toujours évidente parce que moi, ce que je dis, c'est facile dans la théorie de dire oh, on veut créer ça, mais dans la pratique, quand il vient d'avoir une série d'articles négatifs, de convaincre un grand dirigeant d'aller avec cette posture-là qui n'est pas confrontationnelle, c'est pas aussi évident que ça pourrait sembler. Donc, c'est pour ça que je dis il faut se mettre à sa place. Et moi, le maître mot, là, c'est de donner de la perspective. Essayer de donner de la perspective, justement, lever la tête, de ne pas regarder les éléments qui se passent à court terme, voir le marathon qui est devant nous, qu'est-ce qu'on vise à long terme, pour justement éviter cette posture-là, des fois un petit peu plus de confrontation. On a beaucoup parlé aussi à travers les échanges de l'importance d'avoir une stratégie vraiment 360 qui couvre large, affaires publiques, relations avec la communauté, gestion des médias sociaux et compagnie. On le dit aussi dans tout grand projet, il va y avoir des gestions d'enjeux à un niveau ou un autre. Là, Christelle a bien défini le fameux prisme ESG plus A. Donc, il va y avoir de la gestion d'enjeux, de la gestion de crise. C'est un peu inévitable. Exact. Comment on arrive à faire en sorte qu'on garde le cap sur le type de communication qu'on veut avoir? On a un plan de match, on a une stratégie. Comment on arrive à pas uniquement jouer aux pompiers, essentiellement, puis répondre à des crises à tous les jours? Ouais. Pas facile. Non, c'est pas facile. Moi, souvent, l'image que j'utilisais là, à l'époque, puis je l'utilise encore, c'est un peu que je trouve comme un canot. Quand on est dans un canot, là, puis on descend une rivière, tu sais, il y a les gens à l'avant du canot, il y a les gens à l'arrière, il y a ceux qui rament pour qu'on avance, parce qu'il faut que le projet avance, puis il y a ceux qui regardent s'il y a des roches ou quelque chose, puis qui font des petites manœuvres rapides. En fait, c'est toujours cet équilibre-là. Il faut avoir des gens dans l'équipe qui sont dédiés ou presque dédiés, justement, dans des fonctions souvent médiatiques, médias sociaux, à faire face aux obstacles du jour ou de la semaine ou du mois, mais il faut pas perdre de vue qu'il en faut aussi en arrière du canot des gens qui justement travaillent plus des projets de longue haleine, des campagnes d'information, des tournées d'information. Et c'est là où c'est dangereux. Si chaque fois que les gens qui travaillent sur du longue haleine sont, disons, on les amène à gérer l'enjeu du jour, ben là, on n'a pas le temps d'avancer, on n'a pas le temps de mettre de l'énergie. Alors, c'est de trouver cet équilibre-là entre les deux, de préserver, je dirais, des ressources qui lèvent la tête, qui voient où on veut aller, puis qui
il avance, mais qu'il y a aussi des ressources qui sont dédiées avec plus d'agilité pour justement avancer face à l'obstacle qui se présente. Mais c'est ça la grande difficulté, c'est d'avoir ces deux éléments-là. Sinon, on n'avance pas ou sinon on frappe des roches. Et c'est l'équilibre qui est simple à dire comme ça avec ma métaphore, mais qui est pas évident au day-to-day, au jour le jour. Et je dirais que le maître mot, pour moi, les deux maîtres mots, c'est agilité et résilience. Ça prend beaucoup de résilience à être dans une équipe de projet, autant au niveau des communications, parce que, bon, oui, des fois, ça va bien, c'est le calme, on avance doucement, mais quand on prend un rapide, quand ça va vite, quand les roches se présentent, il y en a des projets, plusieurs qui ont vécu des périodes de turbulence assez intenses, c'est que ça use. Ça use d'avoir justement ce contraste-là entre des gens dans l'organisation qui se demandent pourquoi soudainement il y a des articles négatifs alors que tout le monde travaille avec la main sur le cœur puis sont dédiés. Et nous, il faut jouer avec cet équilibre-là, de pas systématiquement se mettre dans une posture hermétique où on dit on ferme les livres, on parle plus, ça marche pas, parce que nous, on sait comme professionnels de la communication qu'il faut maintenir le dialogue. Alors, comment on crée cet équilibre entre les deux? C'est ça notre défi. Donc, moi, j'aime bien avoir une dynamique où on a des gens qui sont préservés pour le long terme, garder, préparer la suite, puis des gens dédiés sur le court terme pour faire face aux obstacles. Je trouve que tu touches à quelque chose de vraiment essentiel avec l'idée de la résilience. Puis j'ai envie de te demander une question dont on n'a pas parlé en pré-entrevue, mais comme tu es un excellent porte-parole et que tu maîtrises l'art du pivot, je suis sûr que tu vas avoir quelque chose à dire. Au niveau de l'interne, quand nos gens sont usés, fatigués, puis là, l'article ultime qui sort puis qui vient critiquer, qu'est-ce que tu as vu comme bonne pratique ou comme bonne façon de préserver le moral des troupes? Mais un des éléments que moi je conseille à tout le monde, là, il y a le fameux syndrome de la revue de presse. Là. Si votre revue de presse, elle est reçue par l'ensemble des membres de votre organisation, je vous invite à revisiter cette posture-là. Des fois, là, c'est tout simple, là, mais si à chaque matin, je me réveille puis je vois là, la série d'articles, une revue de presse, tous les articles sont au même niveau. Nous, on sait très bien là, qu'un article là, qui est dans Le Lézard, c'est pas la même portée que TVA Nouvelles ou la presse. Et à un moment donné, il y a des gens qui comprennent cette dynamique-là, mais des fois, pour certaines personnes, tout est mis au même niveau. Même un article qui est publié dans la presse à 4h15 versus le lendemain en première page, ça n'a pas la même portée. Alors, nous, on peut donner de la perspective, il faut donner de la perspective, mais c'est justement de limiter ce syndrome-là de la revue de presse. Mais il faut que dans l'organisation, on soit vu, vous l'avez bien dit, comme oui, des acteurs de communication externes, mais aussi internes. Donc, interne, qu'est-ce que ça peut être? C'est donner de la prévisibilité sur ce qui va sortir un lendemain. Donc, donner un petit heads-up en disant, soyez à l'affût, demain, il y aura telle nouvelle, mais voici un peu de mise en contexte. Envoyer des courriels, justement, pour donner un peu de perspective sur une revue de presse qui vient de sortir. Et quand on parle d'avoir la tête qui lever puis voir venir les choses, mais c'est aussi de justement mobiliser les gens par rapport à ça avec des campagnes à l'interne de mobilisation de fierté pour pas justement qu'on est systématiquement englouti sur des éléments négatifs, mais qu'on ait aussi de temps en temps justement des campagnes où on prend le dessus. C'est important à la fin de toujours être dans une dynamique qui est pas que réactive, mais aussi proactive. C'est là où on va aller rattraper de la mobilisation puis de la fierté. Comme vous avez dit, il faut travailler. À l'externe, on parlait de travailler sur tu l'as bien dit, Jean-Michel, la tête et le cœur, c'est la même chose à l'interne. Hein. On a beau dire aux gens factuellement pourquoi il y a un article, ça c'est la tête, mais il faut aussi jouer sur les émotions, le cœur, puis systématiquement rappeler les bénéfices du projet, la raison d'être du projet. Tout ce que vous avez dit pour l'externe, ça prévaut aussi pour l'interne également. Oui, tout à fait. À ne pas oublier. Je sais que à travers toutes tes expériences, tu as une capacité à te remettre en question, à challenger les décisions ou même les orientations que tu as pu avoir ou que tu as pu effectuer dans tes projets. Est-ce qu'avec le recul, tu vois certaines choses qu'aujourd'hui, tu ferais différemment? Ben, d'entrée de jeu, oui, sur plein de choses, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte quand on est dans un grand projet, c'est que c'est toujours plus facile de regarder avec le recul un projet, puis là, on voit plein de façons d'arriver à des buts que ça aurait pu être plus simple. Je pense que c'est une caractéristique qui est positive de se remettre souvent en question, voire tout le temps en question, parce que c'est là que justement on apprend, puis c'est là qu'on développe une expertise. Il y a plein de petites choses. Moi, je pense que sous forme de choses que je reverrais ou que je conseillerais de faire, d'entrée de jeu, quand on se lance dans un grand projet au niveau des communications, il faut s'assurer que l'organisation, l'équipe de la haute direction
ait une gouvernance qui est très agile en termes d'approbation du contenu communicationnel. Si, par exemple, on doit réagir, ben c'est sûr que si la validation d'une réponse sous forme de lettre ouverte prend 40, 72 heures, voire plus pour être validée puis sortie, on perd cette agilité-là dans l'espace public. Donc, je pense qu'un des éléments, un conseil que j'aimerais, c'est toujours s'assurer d'avoir une gouvernance le plus agile possible avec des niveaux d'approbation les plus légers. Je sais que c'est pas évident toujours, mais ça nous donne justement dans cette agilité-là dans l'espace public. Je dirais aussi que dans un projet, c'est de se questionner aussi lorsqu'on sort, de pas avoir peur des fois, justement, comme je disais, qu'on n'ait pas toutes les informations. Il faut pas oublier que ce qui est communiqué, c'est pas juste qu'est-ce qu'on dit, les faits, c'est aussi juste notre présence dans l'espace public. Moi, souvent, je disais, si on est présent en entrevue, si on parle, même si j'ai pas toutes les réponses, ma présence lance un message, elle communique cette présence-là dans l'espace public. Donc, juste de se donner la chance d'être présent, de pas nécessairement attendre d'avoir un grand élément très précis à dire. Pas juste aussi miser sur des grands outils de communication classiques, de pas attendre nécessairement juste d'être en conférence de presse, d'être présent au fil de l'eau. Donc, moi, je dirais que c'est des éléments et un élément qui est plus le caractère pour faire un pont avec ce que j'ai dit sur l'usure, des fois, d'un grand projet, c'est de toujours être très, très conscient de deux choses. Un, préserver nos équipes. C'est très important parce que ça peut être très usant quand on descend des rapides. Et aussi, donc, préserver / résilience aussi, je pense que ça fait partie de la même chose. Puis aussi d'avoir de la redondance dans nos équipes. Quand on parle de projet, on parle de gestion de crise. Quand on parle de gestion de crise, on parle justement d'avoir plus qu'une ressource pour chacun des éléments clés. Vous avez parlé il y a les relations publiques, les relations médias, les réseaux sociaux, les parties prenantes. Mais il faut avoir plus qu'une ou deux ressources, voire quand on gère un grand projet, pour justement se donner la capacité de pouvoir réagir rapidement dans l'espace public. Parce que si on l'a pas, ben c'est là que justement on tombe dans un cercle vicieux où on n'a pas la capacité, donc on peut pas être présent, on n'est pas présent, mais il y a d'autres personnes qui prennent la parole pour nous, puis là, on tombe dans un cercle qui est pas nécessairement positif. Ouais, tu as donné plusieurs conseils à travers cette réponse-là. Je suis sûr que c'est super apprécié pour les gens qui nous écoutent. J'ai envie d'ouvrir à des questions des participants. Il y a le clavardage qui est disponible. Il y a peut-être des questions qui ont déjà été mises qu'on pourrait répondre. Je n'ai pas la liste. En fait, je vais l'ouvrir. Je vais regarder, mais si vous avez des questions à chaud, je vous invite à les poser, puis peut-être nous dire à qui vous souhaitez la poser également. Je vois que les gens sont en train d'écrire. Peut-être pendant que des gens écrivent leurs questions, je reviendrai sur, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans toute la variété des porte-paroles. Les experts techniques, ce que tu as vu qui marchait, quand est-ce que c'est le bon moment de sortir un expert technique, à ton avis? Ben, en fait, des fois, on peut jouer sur des dualités. Un expert technique peut être bien présent à différents moments, justement, pour donner de la perspective, vulgariser un sujet. Mais des fois, un porte-parole comme moi, souvent, je me joignais à des experts techniques parce qu'il y a deux aspects. Moi, je pense qu'un expert technique est rarement non requis. Moi, je pense qu'il est toujours bienvenu, mais des fois, c'est peut-être juste de l'accompagner pour justement avoir les deux regards. Puis peut-être faire du mélange sur des éléments que vous avez dit aussi, là, que comme grand conseil, il a été parlé d'archivage, de garder l'information. C'est très important dans un projet qui se fait sur 15 ou 10 ans ou 20 ans, de garder des traces de la communication qui a été faite. Il y a des cycles, il y a des gens qui vont quitter, il y a des gens qui vont arriver. Donc, moi, je pense que la mémoire du projet est très, très importante à préserver. Ça, c'est des éléments, des fois, au départ d'un projet, on pense pas nécessairement, mais préserver cette mémoire-là du projet, préserver cette expertise-là, ça, c'est drôlement important. Puis, c'est mieux de le faire dès le départ que à un moment donné en cours de route. Puis ça va nous aider beaucoup après ça pour revisiter justement ce qui a été dit, ce qui a été présenté au début du projet. Puis là, c'est là qu'on constate que moi, par exemple, je constate à quel point les choses évoluent et justement, il faut être humble dès le départ constatant cette réalité-là. Il y a une question sur la formation des porte-paroles. Je sais que c'est quelque chose que tu maîtrises et que tu connais très bien. Je te laisserai peut-être nous dire un petit peu la formation 101 d'un porte-parole, puis si on peut compléter, on le fera. Moi, ce que je vous conseille, si vous donnez de la formation, assurez-vous que
il y a rapidement par la suite, justement, des entrevues potentielles. Tu sais, dans le fond, il faut juste pas trop avoir un délai entre la formation puis l'utilisation de notre porte-parole, parce que c'est là que des fois, il y a des choses qui s'oublient. Donc, moi, je vous conseillerais justement que ça soit fait soit par rapport à un événement qui arrive ou une prise de parole qui arrive pour justement que ça soit très concret. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les formations, justement, qui sont arrimées à une prise de parole sont beaucoup plus tangibles parce que même pour le formateur, par exemple, chez Casacom, ben là, on peut travailler sur du concret, sur des exemples de questions. Donc, je pense que mon grand conseil, c'est le plus possible de s'éloigner de la théorie, oui, d'avoir des concepts théoriques, mais d'être dans le pratique. Et pour un porte-parole, ben là, c'est drôlement payant parce que si je fais une formation, puis 2 semaines plus tard ou une semaine plus tard, j'ai déjà des grandes entrevues à donner, ben là, on voit le résultat. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Oui, absolument. Absolument. Puis, puis je te rejoins sur le côté théorique. Tous ne sont pas au même niveau dans la compréhension, la connaissance des médias. Ce qu'on voit qui aide souvent les gens, c'est dépendamment où ils sont, s'assurer qu'ils comprennent bien le jeu médiatique, l'espèce de danse avec un journaliste, puis justement la posture, puis qu'il y a un minimum de compréhension. Puis après ça, quand on tombe dans les simulations, effectivement, se coller le plus près d'un événement réel, puis le plus près des conditions réelles. Si ça va être radiophonique, au téléphone, ben testons-le en mode radiophonique, téléphonique, puis voyons vraiment comment la simulation peut être la plus près de la réalité. Absolument. Il y a une question sur la stratégie de marketing d'influence dans le cadre des initiatives environnementales, savoir si on a déjà utilisé cette approche et quelles seraient les raisons qui vous ont amené à ne pas le faire. Fait qu'il y a comme des sous-questions. Le premier élément qui me vient, moi, c'est qu'il faut s'adapter à notre public, à nos publics. Où sont-ils? Que font-ils? Que consomment-ils? Puis après ça, c'est les bons moyens. Je dirais que, du point de vue Casacom, on est plutôt agnostique sur les moyens. C'est-à-dire que si on a une communauté qui est très, très présente, il y a des communautés où il y a des radios locales, des médias locaux qui sont très performants, il en reste, puis ils sont consommés, ben c'est sûr qu'il faut être présent dans ces endroits-là. Si on a des publics cibles qui sont peut-être plus près de certains influenceurs, qui soient socio-économiques, environnementaux, dans plein de secteurs, je pense qu'il faut être capable d'avoir des conversations aussi avec ces gens-là parce qu'on veut ultimement, ce qui nous intéresse, c'est pas la manière, mais c'est est-ce qu'on va être capable de passer, de transmettre le message. Donc, le premier élément que je dirais, c'est comprenons et sachons qui sont nos publics cibles et que font-ils, où vont-ils, comment s'informent-ils. Peut-être l'équipe. J'ajouterais peut-être quelque chose juste à ce niveau-là. Là, si on parle vraiment des initiatives qui sont environnementales, lorsqu'on parle de marketing d'influence, il faut toujours faire attention avec les risques d'éco-blanchiment, de greenwashing, parce que là, si on veut influencer sur nos initiatives, si on veut influencer sur nos initiatives environnementales, c'est ça, il faut vraiment faire attention, pas juste montrer le positif, puis aussi montrer, le travail qui a été fait, ce qui a été amélioré, les endroits où on a peut-être eu un petit recul. Fait que vraiment d'avoir, je dirais, là, une perspective globale. Donc, ça serait peut-être le seul petit drapeau que je lèverais à cet effet. Il y a une question, puis une félicitation d'Antoine Landry. Bravo pour le fantastique travail pour le REM. Pour le REM de l'Est, qu'est-ce qui, selon vous, a nui au projet sur le plan des coms? Ben, merci Antoine. C'est une bonne question. En fait, j'ai eu la chance de vivre deux grands projets. Un qui s'est avéré, le REM, qui est en train de se compléter, puis le REM de l'Est, qui évidemment, comme le sait, va sûrement se faire sous une autre appellation, puis qui est plus du côté de CDP qu'Infra. Donc, c'est sûr que de ces expériences-là, il y a énormément de leçons apprises. Je pense qu'un des éléments du REM de l'Est, disons qu'on avait fait pour le REM phase 1, puis là, par le REM de l'Est, ça a été peut-être plus difficile, c'est que quand le projet a été annoncé, il a été quand même annoncé de façon assez positive, avec relativement tambour et trompette, de façon quand même bien dans l'espace public. Pour la phase 1, ça nous a servi parce qu'on a eu une lune de miel, puis ça nous a créé un air d'aller qui a permis au projet de se concrétiser dans des délais ma foi, incroyable. Là. Si on se rapporte de 2016 à 2018, en 2 ans, on avait complété le financement, le BAP, les études techniques, l'approvisionnement. Ça a vraiment été une impulsion incroyable.
Le REM-de-l'Est, à contrario, ce que ça a créé cette annonce-là, c'est que ça a venu cristalliser une certaine opposition parce que là, les gens ont perçu cette annonce-là avec qu'un peu les jeux étaient faits, le projet était déjà là, il était déjà sur papier. Donc, c'est toujours cette prudence-là quand on annonce un projet initialement. On est très, très motivé, puis c'est toujours des beaux projets, puis on y croit, bon, assurément. Mais en même temps, des fois, ça peut avoir certains effets. Ça peut soit créer une très, très bonne impulsion, très positive, mais des fois, les gens qui sont moins, disons, pour toutes sortes de raisons qui sont contre ou qui sont critiques, mais là, ça peut cristalliser encore plus les gens, ça peut les braquer davantage parce qu'on a l'impression justement qu'il faut rapidement s'opposer parce que les dés sont lancés, c'est fait. Donc, moi, je pense que c'est une des grandes réflexions. Je dirais pas que j'ai toutes les réponses, mais j'ai assurément beaucoup de réflexions. C'est cette fameuse annonce-là initiale, comment on la pose. Peut-être, comme ça a été mentionné, de faire peut-être une notion de pré-lancement, de soft launch, de peut-être rencontrer davantage de joueurs préalablement pour justement que l'impulsion soit donnée. Je dis ça, puis en même temps, le défi qu'on est dans un projet, c'est après ça, l'information peut couler, on peut perdre le contrôle sur l'information. Donc, c'est là qu'on voit qu'un projet, un grand projet du moins, là, qui reçoit du financement, disons, fédéral, provincial, qui inclut plusieurs municipalités, plusieurs participants, plusieurs arrondissements, ça a une complexité inhérente qui est très, très difficile à gérer, avec laquelle gérer. Donc, il n'y a pas une solution parfaite, mais je dirais que justement, constamment se questionner, c'est ce qui aide justement à passer la rampe de lancement. Parce qu'une fois qu'on a sécurisé certains paramètres, là, je pense qu'un exercice qui est assez utile à faire au début d'un grand projet, c'est d'identifier, cartographier les risques, puis d'être capable de donner de la perspective sur les risques qui peuvent justement compromettre ou non la réalisation du projet. Ça va nous aider beaucoup à mettre les efforts aux bons endroits. Des fois, il y a des risques ou des éléments qui sont peut-être pas idéaux, mais qui vont pas mettre un frein au projet. Donc, avoir cette cartographie-là des risques, de les mettre en perspective. Et souvent, ce qui va créer justement les freins, c'est tout ce qui est certaines parties prenantes stratégiques, les partenaires financiers. Ça, c'est des éléments assez cruciaux qu'il faut assurément s'assurer d'avoir bien attachés. Là. Il y a un complément d'information qui m'est partagé par une de nos collègues au niveau de la création chez Casacom par rapport à la question de Camille sur les influenceurs là, au niveau environnemental. En fait, puis ça c'est lié aussi à ce que Charlotte disait, l'importance de bien les choisir puis de contrôler le contenu pour s'assurer qu'il soit effectivement aux antipodes là, de l'éco-blanchiment. On le fait dans certains cas, dans des mandats où il fallait sensibiliser, par exemple, sur des sujets environnementaux, par exemple les bonnes pratiques de recyclage ou la consigne là, qui sont très, très près des consommateurs. Donc, ça ajoute peut-être une précision là, sur cet aspect-là. Je vois qu'il y a une autre question que je ne suis pas certain de saisir. Pour une stratégie de communication pour faire connaître et gagner en notoriété, un service qui n'est pas critiqué, un facilitant pour décarboner, quels seraient vos conseils clés? Donc, si je comprends bien la question, comment arriver à faire gagner en notoriété une organisation dont le service est bien reçu, qui est une solution à la décarbonation? Je vais me lancer là-dessus, puis peut-être, Karine, si jamais ce n'est pas l'angle ou l'axe que tu avais en tête, tu nous le diras. Mais je reviendrai un petit peu à l'exemple qu'on donnait de Volta Solutions Énergie Canada. C'est une entreprise qui n'était pas du tout connue, qui demeure à bâtir, dont la notoriété demeure à bâtir. Mais justement, elle est une solution. Elle fait partie de l'équation. Donc, il y a plusieurs niveaux. Puis dans le cas de Volta, il n'y a pas vraiment d'enjeu d'acceptabilité sociale. Il s'installe dans un endroit où il y avait déjà une usine par le passé. C'est au cœur d'un parc industriel qui accueille des entreprises là, de cette nature-là. Donc, le défi, c'est de se demander comment on va faire connaître cette entreprise-là aux bonnes personnes, puis comment on va accélérer la compréhension de ce qu'ils font, de ce qu'ils offrent. Donc, dans leur cas, par exemple, avant même le lancement, on voulait savoir qu'est-ce qui existe, par exemple, dans le cégep de la région de la Yamaska qui pourrait peut-être être lié à des programmes qui pourraient être ultimement des programmes où seraient formés de futurs travailleurs. On voulait savoir tous les carrefours de développement économique de la région. C'est quoi leurs ambitions, leurs intérêts, leurs projets? Est-ce que, très exploratoirement, Volta pourrait s'inscrire à travers ces organisations-là? Au niveau de la mairie, que veulent-ils? Qu'attendent-ils d'un nouveau citoyen corporatif qui s'installe dans la région? Donc, vraiment se demander
un peu les acteurs clés qui sont peut-être pas les plus vocaux, ou ceux, justement, les médias, ou ceux qui vont porter une attention très, très spécifique au projet. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Puis comment on est capable de s'insérer dans leur narratif à eux pour faire en sorte que quand on veuille parler du projet, bien, qu'ils puissent l'amplifier, qu'ils puissent eux aussi devenir éventuellement des alliés. Donc, c'est un petit peu ce qui me vient. Je ne sais pas si l'équipe, là, vous voulez continuer ou ajouter là-dessus. Puis Karine, tu nous diras là, si c'est un petit peu l'angle que tu souhaitais aborder. J'ajouterais peut-être... Ah, vas-y, Christelle. Non, je voulais juste dire que aussi leur produit, leur raison d'être, qui est le recyclage du cuivre, c'est quand même une pratique essentielle, donc pour plusieurs raisons. C'est la conservation des ressources naturelles, la réduction de l'empreinte écologique, de l'extraction même du cuivre. Donc c'est un métal hautement recyclable. Donc le processus de recyclage, ça va permettre de préserver jusqu'à 90% de l'énergie qui serait nécessaire pour extraire et produire le cuivre à partir du minerai. Donc, c'est toujours des choses qu'il faut aussi communiquer comme un élément clé dans la transition écologique. Puis pour ajouter à ça, là, lorsqu'on parlait tantôt de communiquer abondamment et visuellement, ça revient aussi un peu à ça quand on parle de notoriété, c'est d'aller rejoindre les différents publics que Jean-Michel a mentionné à travers différents canaux. On parle parfois même de balado. Il y en a eu un avec le REM si vous avez eu la chance de l'écouter. Mais donc, c'est vraiment de diversifier les canaux de communication, d'avoir une image de marque là, qui va être facilement reconnaissable aussi. Donc, c'est sûr que c'est clé pour augmenter la notoriété d'un projet qui est porteur comme celui-là. Alors, on approche de la fin, puis je vois qu'il y a quelques personnes qui quittent, à moins qu'il y ait peut-être une dernière question là, qui s'inscrive en temps réel. Je vous remercierais, je te remercierais d'entrée de jeu, Jean-Vincent, de t'être prêté à l'exercice, puis de nous avoir, je pense, partagé avec beaucoup de générosité à la fois des apprentissages, des conseils, puis le vécu authentique là, d'être dans un grand projet comme ça qui peut-être des fois au-delà de ce qu'on voit ou ce qu'on entend ou ce qu'on lit, il y a des gens engagés, il y a des gens investis, puis il faut préserver, tu as utilisé ce mot-là à plusieurs reprises, il faut préserver plusieurs maillons un peu de la chaîne parce qu'on est dans un marathon. Et je te remercie de nous avoir éclairé. Si je peux me permettre, évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Moi, j'ai eu une chance quand même. Je me suis senti très privilégié d'être dans les coulisses du REM puis du REM de l'Est. Donc, s'il y a des gens, je suis facilement joignable sur LinkedIn. S'il y a des gens qui ont pas eu la chance ou qui n'osaient pas poser de questions, ça me fait plus que plaisir de partager conseils, perspectives. Là. Je pense qu'il y a une belle expertise qui est en train de se développer au Québec au-delà du REM. Là. Il y a tellement de beaux et grands projets qui sont en train de se faire. Puis moi, j'espère fondamentalement que ça se poursuit, cette ère d'aller-là. Donc, si mon expérience peut donner un petit peu d'idées ou de conseils, ça me fera plus que plaisir. C'est gentil, c'est généreux, merci. Puis je vais faire le même commentaire. Vous avez nos adresses courriels sont toutes la première lettre de notre prénom et notre nom de famille @casacom.ca. Donc, si vous avez envie de poursuivre l'échange, n'hésitez pas. On va vous envoyer un petit sondage aussi. Vous pourrez nous dire ce que vous avez aimé, puis s'il y avait des éléments que vous auriez souhaité qui soient couverts également. Puis peut-être je conclurai en vous disant ça. Il y a beaucoup d'éléments. On a partagé beaucoup d'informations sur les étapes clés. Ce qu'on voit qui souvent peut-être manque de façon générale, c'est justement cette fameuse perspective-là. On commence par quoi? Puis qu'est-ce qu'on priorise en premier? Puis quand? Puis on a développé au fil des années chez Casacom des formules ou des formats d'ateliers interactifs où on creuse ces questions-là, souvent en amont du projet, avant même qu'on soit prêt à penser à l'annonce, au plan, à la stratégie, des manières de creuser très, très rapidement quels sont les enjeux, quelles sont les priorités, où on voudrait aller, puis est-ce qu'on est capable d'aligner les joueurs clés dès le début autour de cette réflexion-là. Ça nous permet de plonger hyper rapidement dans le vif du sujet, puis de venir peut-être gagner du temps de planification où, on le sait, quand le quotidien va embarquer, là, ça va être difficile des fois d'avoir cette perspective-là. Donc, c'est un format qu'on voit là, qui a beaucoup de valeur. Donc, je voulais vous le mentionner. Si jamais c'est une réflexion qui vous anime, par où commencer, sachez qu'on se pose aussi beaucoup cette question-là avec nos clients. Puis, c'est un sujet qui nous passionne énormément. Donc, merci beaucoup. Puis, merci pour les commentaires très gentils, très positifs. Puis, si vous avez évidemment des questions ou même des points, comme je le disais, que vous auriez souhaité aborder qui ne le sont pas,
on va les couvrir assurément en suivi avec vous. Donc, je vous remercie. Je vous remercie tout le monde. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci.